Bonjour à tout le monde. Je vais vous parler du soja en Picardie et je parle dans le cadre d'un projet qui s'appelle DOP Picardie, qui a été financé par la communauté européenne et les Hauts-de-France. L'idée était de voir si on avait la possibilité de créer une filière soja solide dans le département. Donc, la question, c'était pourquoi choisit-on le soja ? L'idée, c'était de dire on va améliorer notre contribution à l'indépendance et l'approvisionnement protéique de l'Europe, généralement, puisque c'était un projet européen. Et on est aussi dans l'idée de limiter l'utilisation des engrais azotés et pesticides. Vous avez vu dans les présentations précédentes que ce qu'on apporte au soja en intrants est très limité. Donc à ceci se rajoute que vous pouvez aussi produire de la semence de ferme. Et ça apporte une nouvelle option aussi dans des rotations. Et les cultures suivantes bénéficient d'un apport de reliquats azotés non négligeable souvent. Donc, juste pour parler un peu du projet, on a impliqué dans le projet une coopérative, Val-France, on a impliqué la Chambre d'agriculture, en la personne de Bruno Schmitt, et on a impliqué Terre Innovia également, et effectivement Unilassal qui a été meneur du projet. Donc les questions qui se posaient, c'est, étant donné qu'il y a très peu de soja cultivé en Picardie, c'était quels sont les rendements atteignables en fonction du pédoclimat, quelle est la variabilité de ces rendements, puisqu'un agriculteur qui sème a besoin de sécuriser un revenu, et quels sont les facteurs environnementaux qui impactent ces rendements. Est-ce que c'est les facteurs qu'on va trouver, on peut agir dessus pour justement améliorer la stabilité de ces rendements. La deuxième chose, c'était de se dire quelles pratiques culturales peuvent être adoptées pour optimiser la culture. On sait qu'il y a un potentiel, on va découvrir qu'il y a un potentiel, mais comment mieux la gérer d'un point de vue agronomique pour ne pas avoir de désherbage à faire, par exemple. Voilà. Et là, on va parler de densité et d'écartement. Troisième question, c'était quelles conditions nécessaires à l'adaptation de la culture et à son déploiement. Parce qu'un agriculteur qui cultive, il a besoin de vendre sa récolte. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de systèmes de collecte du soja dans la région. La coopérative Val-France a des silos dédiés, mais il n'y a pas beaucoup de possibilités de valoriser sa culture. Voilà. Donc je vais vous parler d'abord de la première question, parce qu'avant toute chose, l'agriculteur a besoin de savoir si techniquement sa culture va fonctionner. Donc, quels sont les rendements atteignables et quelle est leur variabilité. Donc, ici, vous avez l'image d'un essai qui a été fait sur Unilassal. Donc, on a semé des essais. Alors, le but de semer des essais, ce n'était pas uniquement de mesurer des rendements. Il y avait aussi un but de créer des références pour calibrer un modèle de croissance, pour être capable de faire des simulations long terme dont vous allez voir quelques résultats plus tard. Voilà. Alors, quand vous regardez la carte de Terre Innovia, sur les recommandations de culture en termes de maturité, vous avez entendu parler de maturité, je suppose, dans les présentations précédentes, où je dois le réexpliquer. En fait, on a des très précoces et des triple zéro. Il y a éventuellement des quadruple zéro. Mais si vous regardez cette carte-là, il est recommandé uniquement de cultiver des triple zéro dans notre région. Voilà, en rouge sur la carte ici. Et vous voyez que dans des départements un peu plus au nord, on dit pas de soja. Voilà. D'accord ? Donc nous, on a voulu tester si effectivement on pouvait évaluer des variétés plus tardives que des triple zéro. Et donc, on s'est intéressé au double zéro. On a implanté des essais, vous avez une carte là, avec des dates de semis différentes, avec des profils culturaux différents, c'est-à-dire qu'il y a certains essais qui ont été menés en irrigation et d'autres sans irrigation. Donc, on a fait un semis de précision à 45 cm d'écartement, ce qui n'est pas du tout recommandé aujourd'hui dans
les recommandations agriculteurs. Et on a semé à peu près à 70 plants de mètre carré. Donc, on avait besoin de semis de précision parce qu'on avait besoin d'une certaine précision dans nos essais pour vraiment identifier le potentiel. Voilà. Donc, on a utilisé des types variétaux de différentes sociétés. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on a utilisé l'année dernière, en fait. Donc, le but de cette diapositive, c'est de vous montrer qu'on a mis très peu de triple zéro au final, mais beaucoup de double zéro qui ne sont pas du tout recommandés ici. Voilà. Et vous voyez que les types culturaux sont des types majoritairement semi-indéterminés, voire indéterminés. Et ça, c'est intéressant, puisque nous, dans nos régions, on peut avoir quelques accidents climatiques, notamment à la floraison. Le problème des types déterminés, c'est qu'ils fleurissent en une seule fois. Si vous avez un gros stress de froid, les fleurs abortent, vous n'avez plus rien. D'accord ? Voilà donc les principaux faiseurs en amélioration des plantes, parce que je suis responsable de la chaire amélioration des plantes, et on travaille en relation avec eux. On a une thèse avec l'IDEA notamment. Sont RAGT, semences, et l'IDEA, anciennement Euralis. Voilà. Donc, on a une société qui s'appelle Zoutbau aussi, qui vient d'Autriche, je crois. Voilà. Donc, toutes ces sociétés-là font un travail d'amélioration des variétés. Et on va voir que ça a de l'importance, puisque ce qui était vrai sur la carte de Terra Innovia précédemment ne l'est plus forcément aujourd'hui. Alors, si vous regardez ici, vous avez les résultats de l'année 2020. Alors, en année 2020, on avait un essai sur Catillon, qui est tout près d'ici, et vous avez les résultats. Donc, vous avez la maturité et le rendement, et vous avez la moyenne du rendement et la moyenne du nombre de plantes levées. Voilà. Donc vous voyez que si vous regardez les maturités, triple zéro, double zéro, vous avez des double zéros qui arrivent à une maturité comparable au triple zéro. Il n'y a pas de souci. Quand vous regardez à Beauvais non irrigué, même chose, vous avez des variétés qui arrivent à des maturités tout à fait correctes, même plus précoces que des triple zéros. Et vous avez des double zéros qui ont plus de rendement ici. Et vous voyez ici, sur la partie Beauvais irrigué, vous atteignez des rendements tout à fait corrects de 40 quintaux avec 3 irrigations de 30 mm à partir de la floraison jusqu'au remplissage. Voilà. Donc vous voyez ce que l'on obtient. Sans irrigation, on est à 31 quintaux. Voilà. L'essai de Catillon était un essai avec une terre beaucoup plus difficile, et ça a son importance dans le positionnement des variétés, la position de la culture dans les fermes. Pardon. Les résultats 2021. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2021 ? On n'a pas pu mener au bout notre essai irrigué sur Beauvais. Donc, on n'a pas irrigué, mais l'année a été très humide, donc on n'a pas eu besoin réellement d'irriguer. Et vous voyez, sur Bouchoir, dans le 80, dans la Somme, on a obtenu 41 quintaux sans irrigation. Donc, une bonne terre, effectivement, avec une humidité moyenne de 16,5%. Et vous voyez, si vous regardez les doubles zéros et les triples zéros, il n'y a pas de différenciation claire en termes de maturité. Les doubles zéros sont aussi précoces que les triples zéros. Vous avez le Bouchoir semé beaucoup plus tard ici. Vous aviez par exemple le semis au 4 mai et ici le semis au 31 mai, donc beaucoup plus tard. Et là, on a obtenu 33 quintaux à 21% d'humidité. Donc c'était un petit peu humide, donc il y a des frais de séchage, il faut être clair. Et récolte au 14 octobre. Et vous voyez également que les doubles et triples zéros se mélangent en termes de maturité. Il n'y a pas de souci. Voilà. Vous aviez ici sur Beauvais où on a perdu quelques variétés, mais vous voyez, les doubles zéros, d'ailleurs c'est que les doubles zéros qui ont survécu en fait. Clairement, vous avez 36 quintaux. Et ici sur Ravenel, vous êtes à 24 quintaux avec un terrain beaucoup plus difficile. Et encore une fois, les doubles zéros sont les meilleurs. Voilà. Donc,
c'est des choses qui sont quand même intéressantes. Donc, nous, ces essais-là, ils nous servent à calibrer un modèle écophysiologique pour faire des simulations long terme. Parce que là, nous, on a fait des essais pendant, je vous montre des essais sur 2 ans. On cultive ici depuis 3-4 ans. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a toujours récolté à temps nos sojas. Et même, ça nous est arrivé la première année d'avoir un soja mûr fin août au retour des vacances. Voilà. Donc, on a fait des simulations sur 20 ans. Sur Beauvais, on a les données météo depuis 1999 jusqu'à 2020. On a un modèle écophysiologique qui prédit bien ce qui se passe sur notre terrain ici. Donc on s'est dit, si ça prédit bien ici, ben on est capable de prédire toutes les autres années. Voilà, sur lesquelles on n'a pas de données. Donc on crée de la référence simulée. Et sur cette référence simulée, on est capable d'estimer la maturité physiologique des cultures. Et ici, on a fait des simulations sur les dates de semis différentes, 30 avril, 20 mai, sur du triple zéro et du double zéro. Et pourquoi on a fait sur au 30 mai et au 30 avril et au 20 mai? C'est parce qu'on a vu que le 30 avril était la date optimum où on obtenait le plus de rendement, et le 20 mai était la date au-delà de laquelle on n'aime pas trop aller, en fait, en termes de semis. Et ce que l'on voit ici, c'est que la pire des situations serait un double zéro semé au 20 mai qui serait en maturité physiologique au 16 septembre. Voilà, c'est la pire situation. Alors, il faut compter 3 semaines supplémentaires à peu près, voire 4, suivant comment le temps se passe, pour obtenir la maturité de récolte avec une humidité suffisante. Voilà. Donc, vous voyez, le risque n'est pas énorme. Voilà. Toujours dans ce système de création de références par simulation, par modèle, on a testé des scénarios avec de l'irrigation. Donc, on a programmé 3 irrigations de 30 mm dans nos simulations. Et pour un semis du 30 avril ou un semis du 20 mai, on obtient une différence significative de rendement sur 20 ans. Donc ici de 6 quintaux et ici de 5 quintaux secs qui sont réalisés. Sec, ça veut dire que c'est pas ramené à 14% d'humidité, qui est la façon de calculer le rendement. Donc ça fait un peu plus de rendement. Et rappelez-vous, dans notre essai, nous étions à 9 quintaux de différence entre Beauvais irrigué et Beauvais non irrigué. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on réduit énormément la variabilité du rendement. Ici, vous voyez la grande variabilité du rendement. Ici, la variabilité est significativement réduite dans les 2 cas. Voilà. Donc ça, c'est toujours aussi intéressant de le signaler. Dans le cadre de l'identification des facteurs explicatifs du rendement, il y a un critère qui est ressorti, c'était que le nombre de jours de stress de froid, floraison-maturité, était un facteur déterminant du niveau de rendement. C'est-à-dire, plus vous augmentez le nombre de jours de stress de froid pendant cette période-là, plus votre rendement aura tendance à être impacté. Voilà. Donc, ça donne aussi un message au niveau de la sélection. On a besoin de variétés plus tolérantes au froid dans le cadre de notre région. Voilà. Donc, quelle conclusion a-t-on tiré de cette étude-là? Les soja MG Maturity Group 2.0 ou 0.0 sont adaptés à la Picardie. Maturité et potentiel de rendement. Ça, c'est clair. Le fait qu'il y ait les double zéro et des triple zéro adaptés, l'offre variétale s'élargit de façon énorme, puisque vous allez pouvoir jouer sur 2 groupes de maturité. Donc ce que je peux vous dire aussi, c'est en termes de maturité, ces données-là ont été confirmées par des données Terre Innovia utilisant d'autres modèles écophysiologiques qui a montré par des observations également que les double zéro atteignaient les mêmes maturités à la récolte que les triple zéro. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Alors il y a l'eau et les températures froides qui jouent un rôle important dans l'expression du rendement.
Donc vous n'avez pas besoin d'irriguer tôt, hein, vous avez juste besoin d'irriguer à partir du moment où c'est en pleine floraison jusqu'à à peu près début août. Voilà. Donc il n'y a pas besoin d'aller au-delà. Voilà, la question des pratiques culturales. Donc maintenant qu'on sait qu'on a un potentiel, comment ce potentiel, on l'exprime en fait hein, par des pratiques culturelles améliorées. Donc ça c'est les travaux de David Grand-Girard que vous connaissez sûrement pour certains, qui a regardé combien je dois semer en densité maximum pour avoir une levée avec une densité correcte en fait. Et on s'aperçoit que si vous augmentez ici la densité à des niveaux extraordinairement élevés, 130 plantes mètre carré par exemple, eh ben, votre nombre de plantes levées est pénalisé. Donc c'est assez étonnant. Alors cette rupture de pente-là est due à un essai qui était spécifiquement en agriculture biologique et qui n'a pas forcément été mené de la même façon que ces essais-là. Bref, donc densité optimale de semis 80-100 000, mais on veut prolonger cette courbe parce que ça peut être aussi un petit peu moins. Voilà. Parce que la semence a un coût malgré tout, même si vous faites de la production sur la ferme de la semence, il vaut mieux optimiser et semer plus d'hectares en fait. Voilà. Les effets des écartements. Alors les écartements, ça a été un sujet parce qu'ici, il y avait beaucoup de recommandations chez les agriculteurs. Utilisez votre semoir céréales à 12,5 d'écartement et semez votre soja comme ça. Alors ce n'est pas très très pratique d'un point de vue désherbage mécanique si vous voulez faire du désherbage mécanique. Voilà. Donc, on a fait des tests entre deux écartements, 12,5 et 25, c'est-à-dire qu'on bloquait un élément sur deux du semoir pour semer à des densités équivalentes. Alors, ce qui a été mesuré, c'est le poids de 1 grain sur les différents étages de floraison du soja. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand vous comparez le 12,5 en pointillé avec le 25, vous avez une augmentation du poids de chaque grain, du poids de 1000 grains en fait, si vous voulez. Et ceci pour les deux types de variétés. Ici, c'était un triple zéro et ça, c'était un double zéro. Voilà. Donc, intérêt d'écarter en fait. On n'a pas besoin de semer serré, voilà. Et au contraire, ça serait même défavorable en fait. Voilà. Donc, les conclusions sur les pratiques agronomiques, les petits écartements type semi-céréales ne représentent pas un avantage et je dirais même représentent un désavantage. Nous, nos essais qu'on a semés parce qu'on fait appel à une société Antedis, pour ne pas la citer, pour semer nos essais, on les a semés à 45 et on a quand même été chercher des rendements à 40 quintaux. Voilà, donc on n'a pas de souci avec l'écartement. Il y a juste un problème d'enherbement éventuel. L'écartement peut être adapté à un désherbage mécanique. Donc vous pouvez jouer sur l'écartement qui vous intéresse en fonction du matériel disponible. Et les densités de semis doivent rester raisonnables. Il faut savoir que vous avez des variétés indéterminées, semi-indéterminées, qui ont un pouvoir de compensation, de faire beaucoup plus de nœuds, de brancher, etc. Adoption et déploiement. Alors je vais passer assez vite là, parce que je ne sais pas combien de temps il me reste. Pas beaucoup de temps. Donc je vais passer assez vite sur les conclusions. Ce qui est intéressant, c'est, vous voyez que Val France collecte depuis 2019 significativement plus de soja et avec des prix qui sont en augmentation. Donc ça, c'est intéressant. Les principaux freins que l'on a, c'est l'avantage comparatif par rapport à d'autres cultures, les débouchés et une collecte organisée. On n'a pas de contractualisation aujourd'hui. Et les capacités de transformation de nos cultures. Voilà. Et on a aussi la question de la valeur ajoutée. Est-ce qu'on aura des subventions allouées au soja, primes de la PAC, etc. Le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, parlait de convertir des jachères qui devaient être à 4%, pas plus tard que cette semaine, et de les convertir
part de la culture des cultures protéiques, à vocation protéique, pour cet aspect de peu de traitement, pas d'apport d'engrais, etc. Voilà. Donc, je ne vais pas insister beaucoup. La culture est en concurrence avec du tournesol, parce que le tournesol, c'est des petites terres, donc c'est plus intéressant, et en concurrence avec du colza aussi, de temps en temps. Et donc, il y a aussi des possibilités il faut qu'on réfléchisse à la transformation. Donc, je vais passer ça rapidement. Je suis désolé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut faire du soja pour l'alimentation animale, mais aussi pour l'alimentation humaine. Il y a 50 000 tonnes de soja par an de Français qui est utilisé en alimentation humaine, et c'est en croissance de 3 à 4% par an. Donc, il y a un besoin d'approvisionnement. Voilà. Donc, vous lirez donc les points critiques pour l'essor de la filière. C'est une organisation des producteurs permettant de produire une surface suffisante pour fournir des usines, parce qu'il faut créer des usines, soit de trituration, soit de transformation. Et il est nécessaire de mettre en place, de mettre en relation les industriels du soy, de l'alimentation humaine, soy food. Rapprochement des filières végétales et animales pour la fourniture d'aliments pour le bétail. Et une diversification doit s'appuyer sur les autres oléoprotéagineux, c'est-à-dire comparer les avantages et inconvénients de chacune des cultures. Voilà. Donc l'idée de la suite du programme, c'est de décider qu'est-ce qui sera le plus intéressant, alimentation humaine ou animale. Voilà. Conclusion. Donc techniquement, la culture du soja est envisageable en privilégiant les terres à bonne réserve utile, je pense. N'allez pas jouer sur des terres, des petites terres en fait, qui n'auraient pas beaucoup de réserve. Sa rentabilité la met en concurrence avec d'autres cultures aujourd'hui, mais ça peut changer parce que il y a énormément d'évolutions de prix. Aujourd'hui, on est à 540 € de la tonne, donc c'est quand même intéressant. Et la filière est à structurer, à organiser pour son déploiement. Voilà. Donc, tous les contributeurs sont là. Vous avez tous les noms des personnes qui sont impliquées dans le projet. Je vous remercie de votre attention. Voilà. Bien, nous remercions Guénolé Les-Bouches pour sa conférence. Est-ce que nous avons quelques questions ? Rapidement. Oui. Oui, merci. J'ai une question rapide. Je suis surpris par la densité de semis. Dans le sud-ouest, on dépasse rarement les 450 000 pieds hectares, c'est-à-dire 45 pieds au mètre carré, pour atteindre 40 plantes au mètre carré. Et là, vous semez jusqu'à 100 000 graines hectares et vous atteignez 400 000 à la fin ? Non. Là, c'était un test pour savoir jusqu'où on pouvait pousser la densité pour avoir une levée la plus importante possible. Voilà. Mais dans nos essais, c'est 70 plantes mètre carré semées. Mais à la fin, vous en avez... Mais à la fin, on est à 50 plantes mètre carré. Voilà. Et c'est un problème de levée ou de... Oui, en fait, on a beaucoup de dégâts de pigeons. On a des conditions froides aussi, humides de levée. Et le soja est une graine très sensible, en fait. On a beaucoup d'effets qualité de semence qui peuvent jouer sur la levée. Alors, le fait que les sojas soient semi-indéterminés ou indéterminés aide à compenser ce manque de levée. Donc, la partie densité idéale est encore à peaufiner pour moi. Voilà. Parce que 50 plantes hectares, 50 plantes mètre carré levées assurent un rendement tout à fait optimal, en fait, je pense. Enfin, d'après mon expérience. Voilà. Oui, mais je pense que nous, c'est des variétés plus qui ne se développent pas comme ça. Elles se développent comme ça, donc elles ne sont pas très développées, donc elles ne vont pas brancher autant, elles vont pas... Voilà, il faut aussi penser à ça. C'est un peu comme le maïs, où les densités de semis en maïs dans le sud n'ont rien à voir, même si elles se sont rapprochées, mais n'ont rien à voir avec les densités dans le nord, par exemple.
Dans le nord, on est à 100 000, et puis dans le sud, on était plutôt à 80 000, par exemple. Donc il y a toujours cette différence, quelle que soit la culture, de la densité. Voilà. Du coup, ça rejoint ce que vous venez d'expliquer par rapport à la levée. Je me demandais pourquoi le projet DOP s'est concentré sur le soja et pas sur d'autres légumineuses qui auraient pu être a priori plus adaptées au climat picard. Alors là, moi, je suis pas si convaincu que ça qu'on aurait trouvé d'autres légumineuses. Vous pensez à laquelle Je pense au lupin, principalement. Je ne suis pas sûr. Parce qu'en fait, on a ici beaucoup d'efforts d'amélioration des plantes faits par des sociétés. Qui fait de l'amélioration du lupin aujourd'hui? Alors ça, je ne sais pas. Moi non plus. Ouais. En fait, le fait d'adapter des variétés, c'est un processus continu et il doit y avoir des efforts significatifs faits par plante. C'est le problème des plantes orphelines qui sont très peu travaillées par les sociétés semencières. Après, on peut le déplorer, effectivement, mais aujourd'hui, nous, on n'a pas la capacité de lancer des programmes de sélection du lupin qui adapteraient le lupin. Effectivement, peut-être que si on mettait autant d'efforts qui a été mis sur le soja, on obtiendrait des résultats aussi intéressants, voire plus intéressants avec du lupin. Voilà. Et c'est le cas de la févrole qui est très peu travaillée par les sociétés semencières, en fait. Je vois que vous êtes intéressé par le lupin, monsieur. Vous aurez l'opportunité de découvrir cette culture cet après-midi, en début d'après-midi, par les techniciens de Noriap, en petite parcelle d'essai, en face de la ferme de l'école.